commencer. Merci d'être venu à cette session sur Microsoft Cognitive Services. Je vais commencer par présenter. Il y a encore la place devant, si vous voulez. Je vais commencer par me présenter. Donc, je m'appelle Andy Drix, je travaille pour Avanade depuis 9 ans et demi. Donc, je suis responsable du département Software Engineering, donc ce sont tous les développeurs. Je suis assez passionné par tout ce qui concerne Azure, .NET, Office 365, ce genre de choses. Et je suis encore plus intéressé par tout ce qui concerne les nouvelles techno Microsoft et ce genre de choses. C'est pour ça qu'on a choisi de parler un peu de Cognitive Services. Alors, vite fait, je vais présenter Avanade. Donc Avanade, c'est une joint venture entre Microsoft et Accenture. Donc on fait du consulting principalement sur les technos Microsoft. Donc on est présent dans pas mal de pays, plus ou moins 20, pardon, et plus ou moins 80 villes. Ici en Belgique, on est situé à Bruxelles, dans les bureaux d'Accenture, donc dans le centre, et aussi du côté de Merolbeek, du côté de Gand. Donc en Belgique, on est plus ou moins une centaine. Donc on a un petit bout dans le Business Corner si vous cherchez des informations. En termes de techno, c'est simple, on travaille principalement avec Microsoft ou des technos qui gravitent autour du monde Microsoft. Donc Cognitive Services. Toute la présentation, en fait, on va aborder plusieurs points. Donc c'est quoi l'avantage de Cognitive Services? Qu'est-ce que vous pouvez faire avec? Comment, dès ce soir, en rentrant chez vous, vous pouvez un peu jouer avec, un peu tester pour voir ce que ça donne. On a aussi préparé 2 démos avec mes collègues Omer et Christopher. Donc ça va être 2 tiers du temps vont être des démos, donc vous verrez vraiment bien comment est-ce qu'on peut l'utiliser. Alors quand on parle de Cognitive Services, en fait, ça fait partie du Cognitive Computing, qui est vraiment un champ de l'intelligence artificielle, qui œuvre en fait pour faire des tâches qui d'habitude sont faites par les êtres humains. Et c'est quelque chose de très large en fait. Si on parle de comprendre vraiment les intentions d'un être humain, si on parle de reconnaître des objets sur une photo, c'est déjà du cognitive computing. Donc c'est un champ qui est très très large. Et il y a un marché qui est quand même assez grand. Je pense que pour le moment c'est plus ou moins $1 milliard qui est en revenus sur le cognitive computing. Et dans les 5 ans, on prévoit d'avoir plus ou moins 50 milliards, donc ça fait x50, c'est vraiment pas mal. Alors, on utilise déjà au jour le jour des applications qui utilisent Cognitive Computing. Donc c'est juste 4, mais on pourra en prendre plein. Par exemple, Amazon. Donc quand vous allez sur le site Amazon, que vous achetez quelque chose, ou simplement que vous commencez à browser le site, tout le monde sait que vous êtes un peu traqué, on analyse ce que vous faites. Et Amazon vous fournit des recommandations pour vos futurs achats. Déjà, le fait de vous fournir ces recommandations, c'est déjà du cognitive computing. Et pour information, 35% du chiffre d'affaires d'Amazon se base dessus. Même chose pour Netflix, en fait, 75% du contenu que vous visionnez est basé sur des recommandations qui sont faites par Netflix. Le troisième exemple aussi, Mastercard. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Mastercard, qui ont fait une petite application il y a 2-3 mois en fait. C'est une simple application qui vous permet de valider vos paiements par selfie. Donc en fait, comment ça se passe? Ils comparent votre photo sur une pièce d'identité et votre selfie, et s'il y a un match, le paiement est autorisé. Ça encore une fois, c'est du cognitive computing. Et Associated Press, eux en fait fournissent, créent plus de 3000 rapports chaque quarter, et ce sont des rapports financiers donc, qui examinent la santé d'une entreprise. Et en fait, ces 3000 rapports, plus de 90% sont faits aussi complètement sont complètement automatisés par des logiciels. Donc c'est encore une fois des cognitive computing. Alors évidemment, Microsoft a voulu faire partie du jeu un peu. Et en 2015, lors de la Build, Microsoft a annoncé le projet Oxford, donc qui est la réponse au cognitive computing de Microsoft. Donc c'est assez récent. Depuis 2015, en fait, on a rajouté pas mal d'API. Donc vous pouvez voir par exemple l'Emotion API ou d'autres. Et au mois de mars de cette année, donc durant la Build 2016, Microsoft a annoncé
et Cognitive Services. Donc c'est un produit qui est vraiment très très jeune, qui n'a même pas encore un an, et forcément qui est encore en preview, et qui est vraiment évolutif en fait. Parce qu'on rajoute très régulièrement des API. Pour vous donner un exemple, je pense qu'il y a 2-3 semaines, pendant qu'on préparait la présentation, ils ont encore ajouté de nouvelles API. Donc ça continue à s'améliorer. Alors, Cognitive Services, qu'est-ce que vous pouvez faire avec? Donc l'idée quand même, c'est de donner un petit côté humain à vos applications. Il y a 5 grandes catégories d'API que vous pouvez utiliser. Vous les verrez, enfin vous en verrez une bonne partie pendant les démos en tout cas. Donc la première, c'est Vision. Donc c'est la possibilité de montrer des images à un ordinateur et qu'il les reconnaisse. Donc il y a plusieurs possibilités. Par exemple, il est capable de reconnaître si une photo qui est prise à l'intérieur, dehors, ou bien reconnaître si c'est un homme, une femme, ou même l'âge d'une personne. Donc le deuxième, speech, ça c'est la possibilité de parler à un ordinateur et aussi qu'il puisse vous répondre aussi parler. D'ailleurs, Omer va faire une démo là-dessus, juste après. La troisième, c'est language. Donc language, c'est la possibilité de comprendre vraiment le sens des mots et d'une phrase. Vous aurez aussi cette démo un peu plus tard. Et les deux dernières qui sont pour le moment encore moins abouties peut-être que les autres, knowledge, qui vous permet de faire des recherches dans les bases de données, par exemple des universités. Et vous avez la search, donc qui sont toutes les API relatives à Bing en fait, qui vous permettent de rechercher dans les vidéos ou des photos ou aussi dans des contenus web. Alors, l'avantage de Cognitive Services, en fait, le principal avantage, c'est que ça vous permet d'implémenter de façon facile des fonctionnalités qui sont quand même très très compliquées. Si je reprends l'exemple de reconnaître sur une photo un homme ou une femme, implémenter ça from scratch, c'est quand même très très challenging, on va dire. Ici, en quelques bouts de code, vous pouvez l'implémenter. Deuxième gros avantage, c'est assez flexible dans le sens où c'est principalement bâti sur des API REST. Donc, ça veut dire que vous pouvez l'utiliser plus ou moins partout, dans tous les frameworks qui supportent REST. Donc, pas de problème pour Android, iOS ou autre. Troisième avantage, c'est un produit encore un peu jeune, mais il y a pas mal d'utilisateurs déjà, enfin, beaucoup de développeurs, donc beaucoup de gens qui testent. Et je ne sais pas si vous connaissez User Voice, c'est un site où en fait vous pouvez simplement aller donner vos commentaires et c'est vu par l'équipe projet en fait. Donc qui principalement, écoute, on va dire assez bien les développeurs pour le moment. Alors, en fait, vous pouvez faire beaucoup de choses avec Cognitive Services. C'est juste quelques exemples, mais vous pouvez analyser les émotions d'une personne. Vous verrez, on a un set là-dessus après. Vous pouvez identifier si l'âge d'une personne. Vous pouvez identifier les objets que vous voyez, donc une maison. Vous pouvez identifier par exemple si vous voyez la mer ou pas sur une maison. Et Christopher va aussi faire une mémo là-dessus juste après. Alors, ici on a deux implémentations de Cognitive Services donc, qui sont en production, qui sont utilisées. Donc Uber, c'est assez récent, je pense que ça a 2-3 mois, pas beaucoup plus. Donc c'est un peu la même histoire que pour Mastercard en fait. Quand vous êtes chauffeur Uber, vous devez envoyer vos papiers d'identité à Uber, enfin une copie bien sûr. Et avant de charger un client, ce que vous devez faire, c'est prendre un selfie. Et encore une fois, les deux photos vont être comparées. Et évidemment, s'il y a un match, vous pourrez prendre un client dans le taxi Uber. Alors, ça c'est assez récent. C'est pour les élections américaines. The Economist a analysé en live les débats des candidats à l'élection américaine. Donc, c'était en live. Donc, si vous êtes vraiment en vidéo, vous voyez les pics
d'émotion. Je veux dire, si vous regardez Hillary Clinton en haut, par exemple, vous voyez les grands pics, c'est turquoise ou bleu clair. En fait, c'est de la surprise. C'est simplement au moment où Trump lui disait quelque chose d'un peu blessant, on va dire. Voilà, vous voyez les pics de surprise. Donc c'est une façon un peu rigolote, on va dire, d'utiliser la techno. Alors ici, vous avez la liste des API Community Services. On peut y passer 2 jours hein, à expliquer toutes ces API, donc c'est un peu long. Donc, vous pouvez voir qu'on a 5 qui sont ouverts. Donc ce sont les 5 API dont on va vous faire la démo d'ici 2 minutes. Alors, avant, on va juste vous introduire les 5 différentes API, comme ça vous comprendrez bien qu'est-ce qu'il y a exactement dans la démo. Donc, la première, c'est le Bing Speech. Donc, c'est la possibilité de parler à un ordinateur et que l'ordinateur vous parle. C'est du text-to-speech, speech-to-text, assez standard, on va dire. Vous avez le Language Understanding. Ça aussi, c'est très très intéressant. C'est vraiment la façon dont l'ordinateur peut comprendre ce que vous dites. Si maintenant je dis demain je pars en vacances, l'ordinateur est capable de bien scinder les mots et comprendre qu'on parle d'un départ en vacances et que ce sera demain. Computer Vision, donc c'est une possibilité juste pour analyser les images. Donc il est capable de reconnaître des personnalités, du contenu. Il y a des fonctionnalités d'OCR aussi. C'est assez précis, ça fonctionne vraiment pas mal. Emotion, donc voilà, c'est vraiment ce qui est utilisé pour analyser le débat qu'on a vu juste avant. Donc ça supporte plusieurs émotions, hein. La joie, la peur, le mépris, le dégoût, la colère, des choses comme ça. Ensuite, Face API, c'est assez bluffant aussi. C'est la possibilité de vraiment analyser un visage. Donc il va être très précis, comme je vous l'avais dit, il est capable de dire voilà si c'est un homme ou une femme, d'accord. Mais il peut aussi vous donner l'âge de la personne, s'il y a de la barbe ou pas, ou s'il y a un sourire, et aussi la façon dont la personne peut se tenir. Donc pour faire ça, en fait, il analyse 27 points du visage. Et Omer. Merci beaucoup Andy. Je vais commencer par me présenter. Je me nomme Omer, j'ai fait des études à Charleroi, particulièrement à l'école de Condorcet. Et j'ai été engagé à Havana depuis peu. Depuis lors, je travaille sur des projets qui concernent les technologies cognitives et surtout la robotique. Alors, ma démo va concerner une application qui va combiner 2 API, l'API Speech et l'API LUIS, qui est l'abrégé de Language Understanding Intelligence Service. Et en fait, l'idée, c'est que l'utilisateur va pouvoir faire une commande de pizza vocalement et l'application va pouvoir comprendre ce que l'utilisateur désire de commander, une pizza avec quel ingrédient. Alors, je vais commencer par vous montrer comment on fait pour déjà créer une application dans l'interface web de Louis. On va y aller. Oui. Je vais ouvrir l'interface web. Le site internet de Louis, c'est celui-là, Louis. Est-ce que tout le monde m'entend? Oui. Ok. On y va. Donc on arrive d'abord dans la première page où on nous demande de nous loguer, bien sûr. Donc je vais me loguer avec mon compte Microsoft. En espérant que je n'ai pas oublié mon mot de passe. Voilà. On se log. On arrive à une page où on nous souhaite la bienvenue déjà et avec une certaine explication qui nous explique déjà l'interface.
On va, pour cette présentation, skipper cette étape. Donc, vous voyez directement que j'ai créé une première application qui s'appelle PizzaBot. Cette application, je l'ai créée simplement en cliquant ici, New Application, et là, on donne le nom à notre application avec les informations supplémentaires. Une fois qu'on a créé notre application, on rentre à l'intérieur. On va sélectionnant. Et ici, vous arrivez à une interface où vous pouvez éditer votre application. À gauche de l'écran, vous pouvez voir les intents qui sont les intentions que l'utilisateur va pouvoir générer grâce à des phrases naturelles. Par exemple, ici, vous avez une liste que j'ai déjà créée, le order pizza. Celle-ci est une intention qui va être déclenchée par rapport à une phrase qui ressemble à je voudrais commander une pizza ou j'ai faim, une pizza s'il vous plaît, par exemple. Alors, nous, ce qu'on va faire, c'est déjà créer une intention, par exemple le get hello, et je vais ajouter une phrase d'exemple. Terence en anglais, ça veut dire une parole. Je dis juste hello, j'ajoute dans la base de données. Et alors, il me propose une intention à laquelle il pense que ça doit être assigné, mais nous, on veut que ça soit dans GetHello. Je vais le soumettre là-bas. Et ensuite, après avoir ajouté une nouvelle information dans la base de données, je fais un train. Donc, rien qu'en ajoutant quelque chose dans la base de données, ça ne suffit pas. Il faut aussi cliquer sur train pour que l'intelligence artificielle qui est derrière apprenne cette nouvelle information. Ensuite, une fois que vous avez ajouté une nouvelle information, vous devez aller dans Performance Analysis. Pourquoi? Parce qu'il y a le risque d'avoir des ambiguïtés. Plusieurs phrases, et au fur et à mesure que vous utilisez votre application, il se peut que des phrases veulent dire deux intentions. Par exemple, dans None, on voit qu'il y a du rouge, cela veut dire qu'il y a une erreur quelque part. Notre intelligence artificielle confond deux actions. Ce que je fais, c'est que je vais dans Review Label, et de là, je vois la liste des erreurs. Par exemple, il dit hello, 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 cette phrase-là, il est dans None, et pourtant, get hello a 100% de probabilité avec cette phrase. Ce que je fais, c'est que je sélectionne ceci, je fais get hello, je submit dans cette intention. Pour la même chose avec well hello, hop, et vous voyez qu'à droite, l'ambiguïté a disparu. Ok. Une fois que vous avez mis à jour votre base de données, vous devez aussi publier votre application pour la mettre en ligne. Vous cliquez sur Update Publish Application et là vous pouvez tester on va tester notre nouvelle intention, donc hello. Regardez, vous avez une réponse sous format JSON. Cette réponse c'est listé de façon ordonnée. Donc la première intention sera toujours la plus probable, get hello, mais dans le JSON, vous avez quand même une information qui s'appelle top scoring intent, celle qui a gagné, et ça a marché puisque j'ai dit hello, et l'intention que je voulais que ça réponde, c'est bien get hello, probabilité à 99%. Ok, donc ça c'est le premier exemple. Maintenant, avec Louis, on peut aussi ajouter des entités. Donc, dans une phrase, on peut avoir des éléments qui veulent. On veut récupérer par exemple les ingrédients. Si je dis je veux une pizza avec des tomates et du fromage, les tomates et le fromage, je veux pouvoir le récupérer. Grâce aux entités, je vais pouvoir réaliser cela. Donc, on a créé ici directement une entité qui s'appelle Ingredients. Celle-ci, je vais l'utiliser pour une intention qui s'appelle Wish Ingredients. C'est dans ça, quand j'ouvre Wish Ingredients, vous pouvez apercevoir que j'ai déjà ajouté un paramètre de cette façon-là. J'ai juste ajouté Add paramètre. Donc la première option qu'on me propose, c'est est-ce que ça doit être qui? J'ai coché oui parce que je veux que s'il n'y a pas au moins un ingrédient repéré dans la phrase, cette action-là, je ne veux pas qu'elle soit déclenchée. Si je donne un nom, c'est comme des variables, je peux nommer n'importe comment le nom de ces paramètres, je lui donne le type, puis je lui donne une valeur. Les phrases listes en Louis, c'est en fait
une façon d'apprendre directement à l'application qui pour une seule valeur, on peut avoir plusieurs options. Donc j'ai tout ajouté ici, les différents ingrédients. C'est une façon de faciliter le travail de notre application à reconnaître directement l'ingrédient. Je vais dans Wish Ingredient. L'autre option, c'est prompt. Donc une fois que l'intention soit déclenchée par un utilisateur, ben, l'application peut retourner une phrase pour répondre à l'utilisateur. Ok. Moi j'ai mis OK par exemple. Voilà. Et on va maintenant, juste pour vous donner un exemple, on va juste faire ici I want a pizza with tomatoes, salad and cheese. Et vous avez ici le résultat de JSON qui présente bien que notre intention Wish Ingredients a été déclenchée, que le score est à 99% et que les ingrédients ont bien été repérés. Par exemple, le premier c'est tomatoes, le deuxième c'est salade et cheese. Maintenant, il est presque midi, donc on va peut-être aller commander une pizza. Je vais lancer la démo directement et pour que vous voyez un peu qu'en combinant le Speech Recognizer et l'application Louis, on peut réaliser un bot très simplement. En espérant que le micro ne fait pas trop d'écho. Alors, il y a une erreur. Désolé, hein, c'est la démo. Oui, on utilise la démo sur son PC, c'est ça. Et déplacer une solution juste avant la démo, c'est pas une bonne idée. Ok. Bon, désolé pour cet inconvénient, donc on va lancer Visual Studio en espérant que cette fois ça marche. Et donc le chargement. On y va. Hello. Hello there. What can I do for you? I'm hungry. I want a pizza. Sure. Which ingredients do you want in your pizza? I want tomatoes, salad, potatoes, and meat. You have ordered a pizza with salad, meat. Anything else? I want a pizza with salad, tomatoes, onions, and meat. You have ordered a pizza with Il y a des onions, échos, donc ça fait un meat. peu Anything else? erreur. Je vais commencer. I am not sure I can understand that. I want a pizza with tomatoes, onions, salad, and chicken. You have ordered a pizza with tomatoes, onions, salad, chicken. Anything else? No, thank you. Ask for a fork. Okay, your order is confirmed. Goodbye. Have a nice day. Et vous avez remarqué que mon intelligence artificielle a bien reconnu la phrase order et commander ça. I am not sure I can understand that. I am not sure I can understand that. On va fermer l'application. Elle a bien reconnu la phrase commander une pizza avec des paramètres que j'ai bien voulu
a le retour. Ensuite, je vais passer à la présentation du code, pouvoir vous montrer comment j'ai fait pour convertir du speech en du texte et comment faire en sorte que l'application puisse parler aussi, parce qu'il faut faire du texte en du speech. Alors, en fait, on a la chance avec l'API speech, c'est que dans Windows 10, elle est déjà intégrée, on peut simplement la porter grâce à mon namespace ici, le Windows Media.Speech Recognition. L'autre namespace qui permet de faire du text-to-speech, c'est simplement Speech Synthesis. Donc ici, dans ce code, je vais faire usage de Speech Recognition pour la reconnaissance vocale. Et en dessous, pour que ce soit plus clair, je vais juste enlever ça. Hop. Hop. Voilà, est-ce que tout le monde voit bien? Hop. Ok, on descend en bas. Bien, voilà, donc la classe qui est dans le namespace, la classe qui permet de faire la reconnaissance vocale, c'est le Speech Recognizer. Quand on l'instancie, on peut lui donner des paramètres pour pouvoir le configurer, combien de temps on veut qu'elle écoute. On peut aussi récupérer son résultat grâce à deux éléments, l'hypothesis generated et le state change. L'hypothesis generated, on attache à une méthode qui permet de récupérer le résultat de la reconnaissance vocale. Et le state change, ça permet de savoir dans quel état est notre reconnaissance vocale. Est-ce qu'elle est à l'état écoute? Est-ce qu'elle est en train d'écouter un son qui a déjà commencé? Est-ce que le son qu'elle a entendu a terminé? Enfin, il y a plusieurs états à pouvoir identifier. Et donc, dans mon application, quand je commence à écouter, je fais simplement un compile constraint async. Par défaut, quand vous ne donnez pas de contrainte à votre objet organizer, le dictionnaire que notre application pourra utiliser, c'est le dictionnaire global de l'anglais ou du français, n'importe. Donc ici, dans le cas, ça me convient parce qu'on veut repérer tous les mots que l'utilisateur prononce à notre application. Donc, par défaut, c'est vraiment tous les mots. Je lance la reconnaissance vocale et dans ma méthode hypothesis generated, vous avez quand un résultat est généré, je vais récupérer le résultat et je vais simplement l'afficher à l'écran pour avoir un certain dynamisme dans l'écran. Et une fois que voilà, le son est fini, vous voyez que dans la méthode stateChange, on check si le son est fini. Ben, je sais bien qu'il y a un résultat à envoyer à Louis. Je vérifie bien sûr qu'il y a quelque chose à envoyer. Je renvoie à Louis. Regardez ce qui se passe chez Louis. Je vais aller chez Louis. Send to Louis. Voilà. Moi j'ai un client que j'ai réussi à avoir parce que j'utilise une application universelle, le Windows 10, avec un nugget. Vous allez ici, vous téléchargez le manage nugget. Vous pouvez avoir un nugget qui s'appelle Microsoft Cognitive Louis. Vous recherchez ici, et en fait, vous avez déjà des classes déjà toutes faites pour pouvoir communiquer avec votre application Louis. Donc Louis, voilà, il est tout en bas. Enfin, vous téléchargez ça et puis vous pouvez utiliser l'application Louis grâce à la méthode .predict. Mais bon, avant de pouvoir l'utiliser, il faut bien sûr instancier l'objet et il demande deux paramètres. L'ID de votre application et la clé de l'API. Parce qu'il y a deux offres dans l'API, il y a une offre payante et une offre gratuite. Celle-ci, c'est une offre gratuite, on est limité à 30 000 transactions par an. Donc on revient, j'envoie le résultat grâce à cette ligne à Louis, et le résultat, quand il revient, j'ai une liste d'intentions, je fais un switch dessus, je regarde celui qui a gagné, top scoring intent, et bien sûr, si je vois que c'est l'intention order pizza, je peux créer une réponse personnalisée pour l'application pour qu'elle puisse répondre à l'utilisateur. Ok, tu veux commander une pizza, quel ingrédient tu veux par exemple. Si on ne répondait pas tout ça, vous faites un default et vous reconnaissez, vous retournez simplement un message par défaut.
Voilà. Donc, je vous ai présenté l'API Speech to Text. Je ne vous ai pas présenté l'API Text to Speech. Voilà, donc ici j'ai un code qui permet de faire un speech d'apporter une USB Speech Synthesis et la classe qui permet de gérer le text to speech, ça s'appelle Speech Synthesizer. Et ici le code est déjà tout fait, mais vous voyez que le Speech Synthesizer, vous avez une méthode à l'intérieur qui s'appelle Synthesize Text to String. Vous l'appelez et vous pouvez créer un fichier string et vous avez juste à le faire le lancer comme son à votre application. Voilà. Pour moi, c'est tout. Merci de m'avoir écouté. Je vous laisse avec Christopher, mon collègue. Donc, merci Omer pour cette superbe démo. Je ne sais pas vous, mais moi, ça m'a donné faim. Donc, on va attendre la slide, par contre. Non. Donc, voilà, comme vous pouvez le voir, moi, je m'appelle Christopher. Donc, je travaille aussi à Banade. Je suis récemment diplômé cette année de la LA de Mons, dont vous avez deux représentants à Papillot. J'ai aussi effectué un stage au Microsoft Innovation Center qui participe à cet événement. Je travaille principalement avec les technologies .NET, Cognitive Service et diplômé ASP.NET MVC. Donc je vais vous faire une démo qui va utiliser les API de la catégorie Vision, donc plus précisément Computer Vision, Face et Emotion. Donc on va y aller tout de suite. Donc c'est pas celle-là. Donc je vais directement lancer la démo, juste le temps que le logiciel se lance. Donc, comme vous pouvez le voir, en fait, la démo est une simple galerie photo. Donc cette galerie photo, qu'est-ce qu'elle va faire en plus de simplement les afficher? Cette galerie, en fait, va pouvoir analyser les images, vous sortir une description et aussi reconnaître les personnes qui s'y trouvent, ainsi que décrire leur visage. Donc on va commencer par ce magnifique perroquet. Donc je vais lancer l'analyse. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va contacter l'API Computer Vision. Donc vous pouvez voir que Computer Vision me décrit bien la photo. Donc il s'agit bien d'un oiseau coloré assis sur une branche. Le plus intéressant ici, ça va être les tags qui vont vous permettre d'avoir une description plus précise de l'image. Donc on peut voir que chaque élément qui se trouve sur l'image est répertorié. Donc un arbre, un oiseau, un perroquet, c'est dehors, et ainsi de suite. Donc comment on pouvait faire ça? Bien, c'est très simple, on va directement aller voir dans le code. Étant donné que moi j'ai fait ça en ASP.NET C#, j'ai utilisé le SDK fourni par Microsoft. Donc encore une fois que vous pouvez récupérer sous forme d'un nugget. Donc le nugget, attention, il ne s'appelle pas Cognitive, mais porte le nom de l'ancien projet qui est Microsoft Project Earthford. Donc ici, pour Computer Vision, vous allez devoir utiliser un objet du type Vision Service Client que vous instancez simplement en lui donnant encore une fois une clé d'API. Donc, et pour faire l'analyse de l'image, eh bien c'est très simple. Vous appelez une méthode et cette méthode, vous fournissez l'URL de l'image ou l'image en elle-même. Et après, en fait, vous pouvez spécifier une liste de détails à analyser. Donc moi ici, j'ai choisi d'analyser la description de l'image, donc de récupérer une description de l'image, mais aussi de récupérer une liste de tags, comme vous avez pu voir juste avant. Mais vous pouvez aussi demander à l'API de vous renvoyer les visages qui se trouvent sur l'image, la position, ou savoir si l'image présente un contenu de type adulte. Si par exemple vous voulez faire de la modération sur votre site web ou votre application. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est juste utiliser cette méthode. Donc, une autre chose à savoir sur l'API Computer Vision, c'est que celle-ci en fait peut reconnaître des célébrités dans une image. Donc, par exemple, ici, je vais lancer l'analyse. Et vous pouvez voir que l'API a bien reconnu qu'il s'agissait de Peter Capaldi et de Jenna Louise Coleman, donc des acteurs très connus.
Et vous pouvez aussi voir qu'on a encore une fois les détails de l'image répertoriés, donc le ciel, dehors, on peut voir que les personnes sont en train de poser pour une photo. Autre chose intéressante, c'est par exemple si je prends cette image et que je l'analyse, l'API va bien reconnaître ce qui se passe sur cette image, on va bien lui dire qu'il y a un animal qui est en train de manger de la nourriture dans une main. Mais par contre, apparemment, l'API n'est pas capable de faire la différence entre un hamster et un chat. Bon, voilà. Et en plus de ça, il me dit après que c'est un écureuil. Voilà. Pour une dernière image à analyser, donc je vais analyser celle-ci pour vous montrer que les choses plus ou moins abstraites peuvent être aussi reconnues. Donc l'API nous montre bien qu'il s'agit d'un coucher de soleil au-dessus de l'océan. Donc maintenant, on va passer à l'API qui va permettre de faire la reconnaissance faciale, donc à la deuxième analyse que cette galerie photo est capable de faire. Donc je vais lancer l'analyse, et pendant cette analyse, étant donné que l'analyse est quand même assez longue, je vais vous expliquer ce qui se passe. Donc ici, on va communiquer avec plusieurs endpoints de l'API. Donc on va d'abord analyser les émotions des personnes, que vous allez voir juste après. Vous pouvez voir ici en fait que l'API a reconnu qu'il s'agissait d'un homme et d'une femme. Donc on a pu analyser chaque visage. Donc l'API me dit bien que l'homme est un homme, forcément, qu'il est âgé de 55 ans, qui ne porte pas de lunettes. Donc oui, on peut savoir si une personne porte des lunettes, et ça va même plus loin, on peut savoir si les lunettes sont des lunettes de lecture, des lunettes de soleil ou bien des lunettes de plongée. On peut aussi savoir si la personne sourit à un certain degré. Et enfin, on a détecté l'émotion de la personne. Donc ici, Peter Capaldi sur la photo est neutre, tandis que Jenna, elle, est joyeuse et qu'elle sourit. Vous pouvez vous demander pourquoi ces personnes n'ont pas de nom. Et alors que dans la description, l'API connaît le nom de ces personnes, et bien c'est très simple. C'est tout simplement parce que ici, l'API de Computer Vision a une base de données des célébrités et va piocher dans sa base de données. Tandis que pour la reconnaissance faciale, vous allez voir juste après, je vais piocher dans ma propre base de données. On y va tout de suite. Donc concrètement, pour faire la reconnaissance faciale, comment ça se passe? Ça se passe en plusieurs étapes. Donc la première étape va être de créer un modèle de groupe de personnes au niveau de l'API cognitive. Donc vous donnez l'ID du groupe que vous souhaitez, donc ça doit être un GUID, ça doit respecter ce format-là. Ensuite, cet ID vous le conservez, bien sûr. Puis vous allez devoir enregistrer une personne que vous allez vouloir reconnaître par la suite. Donc vous donnez l'ID du groupe que vous venez de créer, dans lequel la personne devra être enregistrée, ainsi que l'ID de la personne. Vous pouvez aussi donner un nom à cette personne si vous le souhaitez, ou bien stocker des données sous format JSON. Donc cette étape, quand vous allez communiquer à l'API va nous rendre l'ID de la personne. Donc cet ID, c'est l'ID de la personne qui aura été persistée au niveau de l'API. Donc ça aussi, vous la conservez pour la suite. Ensuite, vous allez ajouter un visage à cette personne. Donc ça, c'est une étape obligatoire. Si vous ne le faites pas, forcément, l'API ne pourra pas faire la reconnaissance faciale. À savoir que le visage que vous ajoutez doit respecter certaines contraintes. Donc le visage sur l'image, au niveau de l'image, doit faire une dimension de minimum 36 pixels sur 36 pixels. Sinon, l'algorithme ne pourra pas effectuer la reconnaissance faciale sur ce visage. Une fois que vous ajoutez ce visage au niveau de l'API, vous allez recevoir aussi un ID, encore une fois, qui est l'ID du visage qui aura été persisté dans l'API. Ensuite vient une étape importante, donc qui va être de train le groupe. Donc train le groupe, qu'est-ce que ça signifie, pardon? Eh bien c'est simple, au début vous allez ajouter la personne dans l'API avec son visage, mais l'algorithme, lui, il ne connaît pas cette personne et il ne va pas la reconnaître. Donc on va utiliser ici le principe du machine learning, donc c'est qu'on va lui fournir des données, et puis un algorithme va analyser le visage que vous avez ajouté et créer un modèle de données pour pouvoir faire la reconnaissance faciale plus tard. Ce qui veut dire aussi, si vous connaissez un peu le machine learning, que plus vous allez ajouter de photos d'une personne, plus la reconnaissance faciale sera précise, et plus on pourra reconnaître
les personnes sur des photos avec une qualité pourrie. Donc, pour faire le training, vous envoyez l'ID du groupe et l'algorithme s'occupera d'effectuer ce que vous avez demandé. Ensuite, pour faire la reconnaissance faciale en elle-même, c'est très simple aussi ici. Vous allez contacter l'API, lui envoyer l'image et lui demander de détecter le visage sur l'image. Donc l'API va vous renvoyer tous les visages qu'elle aura détectés avec les données que vous avez besoin. Dans ces données se trouve pour chaque visage une ID. Donc cette ID, il faut faire très attention, c'est qu'elle ne sera valable que 24 heures. Au-delà, Microsoft la supprime. Donc enfin, pour faire la reconnaissance faciale, eh bien, vous envoyez l'ID du groupe de personnes dans lequel vous allez devoir rechercher la personne que vous voulez reconnaître. Vous envoyez les ID des visages que vous avez récupérés juste avant, et celle-ci va vous renvoyer l'ID des personnes que vous avez persistées juste avant, qui se trouveraient peut-être dans la photo, donc les candidats. Donc ici, par exemple, j'ai mes deux personnes qui ne sont pas encore connues dans ma base de données, donc je vais leur donner un nom, Peter et Tina. Et je vais envoyer une photo de Peter Capaldi. Voilà. Et refaire l'analyse de la photo. Donc comme vous pouvez le voir, l'API a bien reconnu qu'il s'agissait de Peter. Donc au niveau du code, pour l'analyse des émotions, encore une fois, j'utilise le SDK de Project Store Emotion. Et ça se résume en une simple méthode. Donc vous envoyez l'URL de l'image et vous allez recevoir une liste d'émotions pour chaque visage qui aura été détecté. Dans cet objet, vous avez les émotions tristes, heureux, neutres, et ainsi de suite. Puis pour la reconnaissance faciale, enfin, donc ici vous allez pouvoir utiliser l'objet Face Service Client. Donc encore une fois, vous l'instancez avec la clé de l'API. Donc la première étape dont je vous ai parlé tout à l'heure va être de créer le groupe. Donc pour faire ça, c'est très simple. Encore une fois, vous appelez la méthode. Vous spécifiez l'ID du groupe que vous voulez avoir, donc un GID encore une fois, le nom. Donc moi ici, je vais juste générer un GID. Ça n'était pas nécessaire. Vous pouvez stocker des données sous le format JSON, comme vu juste avant. Une fois ce groupe créé, je vais ajouter une personne à ce groupe. Donc je vais spécifier l'ID du groupe dans laquelle je veux ajouter cette personne. Et ici, encore une fois, je peux lui spécifier un nom. Ensuite, je vais ajouter un visage de cette personne. Donc pour ajouter ce visage de cette personne, je vais contacter l'API. Je vais lui donner le groupe, l'ID du groupe, l'ID de la personne que je viens juste de créer, l'image dans laquelle le visage se trouve. Et ici, en fait, je vais lui spécifier un face rectangle. Ce face rectangle, vous le récupérez quand vous faites la détection du visage. Ça permet de ne pas ajouter, par exemple, s'il y a deux personnes sur la photo, de dire, bah, tiens, cette personne elle a deux visages. Enfin, ici, je vais train le groupe. Donc, train le groupe, vous appelez une méthode en lui spécifiant l'ID du groupe, encore une fois. Par contre, ici, il faut faire très attention, c'est parce que ce n'est pas parce que vous appelez cette méthode que le groupe sera forcément traîné. Donc, en fait, ce que vous allez faire ici en appelant cette méthode, ou en contactant l'API, vous allez demander à l'API de traîner ce groupe. Mais celle-ci ne va pas le faire tout de suite, elle va le mettre dans une file d'attente. Et vous allez devoir vérifier à intervalles réguliers si ce groupe a bien été traîné. Donc vous le récupérez de temps en temps et puis vous faites vos process en fonction du résultat. Ensuite, pour la reconnaissance faciale, eh bien, on va analyser les visages. Donc c'est ici aussi que je demande à l'API pour récupérer l'âge, le genre et ainsi de suite. Donc vous lui donnez l'URL de l'image, vous lui spécifiez si oui ou non vous voulez que l'API vous crée des ID pour chaque visage. Vous lui dites si vous voulez récupérer la position du visage. Donc oui, vous pouvez avec l'API savoir si le visage est face à la photo, incliné vers l'avant, vers l'arrière, si la personne regarde à gauche ou à droite, et ainsi de suite. Puis vous pouvez spécifier les différents détails du visage que l'API devra analyser. Donc ici, j'ai choisi d'analyser l'âge, le genre
et une aide de visage. Mais vous pouvez aussi très bien analyser si la personne a de la barbe, une moustache ou des favoris. Donc une fois que l'analyse est faite, l'API nous renvoie une liste de visages. Donc dans ces visages, vous avez sa position et les différentes caractéristiques que vous avez analysées. Et enfin, pour faire l'identification, eh bien, il faut faire très attention de vérifier si les visages ont été détectés et vérifier encore une fois que le groupe a bien été traîné. Et ici, en fait, ce que je fais, c'est que je vais sélectionner dans les visages le Face ID. Et une autre remarque aussi, c'est que pour faire l'identification, quand vous faites la détection du visage dans une image, vous pouvez détecter jusqu'à 64 visages sur cette image. Par contre, pour faire l'identification, il faut faire très attention, c'est que vous pouvez faire une reconnaissance faciale sur 10 visages au maximum. Cette limite, je ne sais pas pourquoi elle a été définie, sûrement parce que l'API est encore en prévu. Une fois que vous avez fait cette reconnaissance faciale, vous allez recevoir un tableau de résultats et pour chaque résultat, vous allez avoir la Face ID qui aura été analysée et l'ID du candidat. Après, vous faites un match avec votre base de données et vous pouvez récupérer les informations. Comme moi j'ai fait ici, j'ai récupéré le prénom. Donc voilà, c'est terminé pour cette démo. Merci de m'avoir écouté. Si jamais vous avez d'autres questions à propos des API Vision, vous pouvez toujours venir me parler pendant le lunch ou me contacter par mail. Merci. Alors, juste deux petites slides avant qu'on se quitte. Donc voilà, vous avez pu voir que les API elles sont quand même assez simples à mettre en œuvre pour des fonctionnalités qui sont quand même très compliquées à coder par soi-même. C'est aussi assez flexible, vous avez vu, il y a pas mal de call REST, donc c'est assez simple d'intégrer ça dans toutes les applications. Et il faut quand même dire que ça fonctionne très bien, même s'il y a encore des petits ratés de temps en temps pour jouer ce qui est en preview, c'est vraiment pas mal. Ensuite, parce qu'on nous pose souvent la question, c'est le prix. Donc pour le moment, toutes les API sont en preview, donc vous avez accès à toutes les API gratuitement, il y a certaines limitations bien sûr. Sinon vous pouvez voir les prix. Ce qui est un peu compliqué, c'est que pour les 23 API, c'est à peu près 23 prix différents. Donc il faut un peu creuser pour voir combien ça peut vous coûter. Et la plupart du temps, si vous avez deux versions basiques ou standard, suivant comment vous allez utiliser l'API dans vos applications. Alors, une dernière slide juste pour, si vraiment vous voulez jouer avec quand vous rentrez chez vous, quelques liens. Donc, il y a le blog Cognitive Services où il y a pas mal d'infos. Surtout, le deuxième lien, vous avez un site où vous avez tous les SDK et samples de Cognitive Services. Donc, vous pouvez télécharger et regarder vraiment le code, comment ça fonctionne. C'est pour plus ou moins toutes les API, donc c'est vraiment pas mal. Une application que j'aime aussi beaucoup, c'est le Intelligent Kiosk. Donc ça, c'est développé aussi par Microsoft. Et c'est une application WPF qui utilise plein d'API de Cognitive Services. Et donc, par exemple, vous pouvez voir comment on peut analyser les émotions en real time sur d'une vidéo, par exemple. Donc, pas mal de choses assez sympas. Un lien vers le prix de Cognitive Services. Et finalement, les deux démos que vous avez pu voir aujourd'hui sont sur GitHub. Donc n'hésitez pas à les télécharger et à vous amuser avec. Voilà, merci beaucoup. On a encore un peu de temps, donc si quelqu'un a des questions, n'hésitez pas.